Alors, le sujet, c'est une butée pour tous, tous pour la butée. On va essayer de répondre à ces deux questions. Oui, peut-être mieux de se mettre en face, parce que sinon... Alors, qui dit sport à risque, dit chirurgie risquée. Le rugby vient en tête des taux de récidive post-stabilisation chirurgicale. Pourquoi? D'abord parce que c'est un sport de contact, mais en plus de ça, dans la technique du plaquage, c'est un contact qui se fait dans une position proche de l'armée, et c'est une position qui fragilise la région antérieure de l'épaule, et donc qui est sujette, enfin qui peut être sujette à luxation et à instabilité. Quand on regarde d'un point de vue épidémiologique, c'est des lésions qui sont assez fréquentes. On a dans cette série une incidence chez les professionnels qui est de 8 cas sur 1000 joueurs par saison. Et dans 95% des cas, la luxation, elle est antérieure. Alors, est-ce qu'il faut opérer tous ces malades? La réponse est pas forcément. Et quand on regarde, il y a plusieurs séries qui se sont penchées là-dessus. On peut quand même gérer les sportifs en cours de saison pour ne pas les opérer immédiatement. Vous voyez, ça c'est une série américaine sur du football américain. Il y a 50% des joueurs, lorsqu'ils sont traités médicalement initialement, qui vont pouvoir reprendre leur sport et finir la saison. Après, est-ce qu'il faudra les opérer à l'intersaison, etc. C'est un autre sujet, mais on peut quand même jouer et reprendre une saison sans forcément opérer. C'est confirmé aussi dans cette série qui est plus récente chez des alors c'est pas des rugbyman, mais c'est des athlètes, des jeunes athlètes. Eh bien, on a 85% des non opérés qui finissent leur saison. Et ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est qu'on voit que c'est surtout des subluxations, c'est-à-dire qu'il y a probablement quand même une notion dans l'instabilité de l'épaule de sévérité. On peut avoir une instabilité qui est simplement douloureuse, une instabilité qui est à type de subluxation, jusqu'aux luxations franches, complètes, qu'il faut amener aux urgences pour réduire, et qui sont aussi liées au nombre d'épisodes. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on va reprendre? Ça, on pourra peut-être parler avec, peut-être en parler avec nos collègues de médecine du sport, mais on peut établir des critères de reprise qui sont liés à la douleur, à l'appréhension, éventuellement un bilan isocinétique, et puis à des scores psychologiques qui ont aussi qui sont aussi d'actualité. Alors, une fois qu'on s'est luxé l'épaule, qu'est-ce qui va se passer? Là, on manque un petit peu de données chez le rugbyman précisément, mais on sait, en particulier dans cette revue-là, qu'un jeune homme sportif, il a 80% de chances de récidiver après un primo-épisode d'instabilité antérieure. Et à partir du moment où il y a récidive, on peut se dire qu'il y aura probablement chirurgie. Donc, globalement, on se dit que quelqu'un qui se luxe l'épaule, un épisode de luxation de l'épaule, va conduire à une chirurgie dans plus de 80% des cas. La technique de référence, c'est celle-là, c'est la butée coracoïdienne, c'est l'intervention de l'Atarjet. On peut dire que dans 99% des cas, je n'ai pas de chiffre exact, mais ça doit être à peu près ça en France, un jeune rugbyman va être opéré et stabilisé par une butée coracoïdienne. C'est une intervention qu'on réalise le plus souvent à ciel ouvert, par voie deltopectorale, et le principe c'est de prélever la coracoïde, et puis donc prélever la coracoïde à gauche, et de la positionner en avant de la glène avec deux vis pour faire une butée. Et puis on peut, c'est ce qu'on fait dans notre centre, renforcer les ligaments, faire ce qu'on appelle un bancarte associé. Alors reprise sportive après un geste de butée. C'est là où c'est pas si simple parce qu'on se rend compte qu'on a 80% de reprise du sport au même niveau uniquement. Donc ça a été bien montré au symposium de la SFTS il y a 2 ans. Il y a pas mal d'études qui vont aussi dans ce sens. La butée donne d'excellents résultats, mais ne permet pas, dans 100% des cas, de reprendre le sport. Donc il y a quand même pas mal d'insatisfaction. Ça veut dire quand même qu'il y a 20% de nos patients qui récupèrent pas exactement comme on l'aurait souhaité. Quand on regarde une butée, vous voyez bien que c'est quand même un geste qui reste relativement agressif, qui reconstruit pas l'anatomie. C'est une chirurgie qui reste quand même relativement délabrante. En fait, quand on regarde un peu dans les détails, c'est tous ces sujets qui sont intéressants. C'est que on a 30% de complications sur des butées. C'est une revue systématique qui le dit. Alors, c'est pas des séries françaises. Pour le moment qu'en France, on a moins de complications. Mais malgré tout, quand on regarde aussi sur l'appréhension, il y a 10% d'appréhension résiduelle après une butée, ce qui est beaucoup. On a 5% de récidive, voire peut-être un peu plus. Donc, il y a pas que des succès. Quelques cas d'échec. Vous voyez un patient qui a été opéré il y a 20 ans d'une butée. Il n'a jamais récupéré. Donc, il est opéré en 99. Il ne s'est pas manifesté après, mais il n'a jamais récupéré. Il a toujours gardé des douleurs et puis il n'a pas récupéré de rotation. Quand vous regardez, vous voyez bien que la butée s'est arrachée, le matériel est cassé. Ici, on a des vis qui restent encore à moitié plantées au niveau de la glène et il a des douleurs.
Là, je viens juste de l'opérer, ce patient, pour retirer les vis, enfin retirer le matériel, la butée. Donc, rien que de faire ça, déjà, j'ai récupéré de la rotation externe. Maintenant, il faut voir le futur de ce patient, qui aura plus d'effet de stabilisation, mais au moins qu'il sera peut-être soulagé de ses douleurs. Un deuxième cas, ici, c'est un patient chez qui j'ai dû déposer une butée et du matériel qui était douloureux à 1 an. Et après ablation du matériel, on a découvert qu'il avait une infection qui s'est ensuite compliquée d'une récidive. C'est-à-dire que ce patient, il avait non seulement une infection, mais 1 mois après l'ablation du matériel, il a récidivé des épisodes de luxation de l'épaule. Bilan scanner, et là on voit qu'il n'y a plus de butée, la butée est complètement lisée. On voit qu'autour de la vis, il y a tout un aspect grignoté de l'os glénoïdien. Donc ce patient, il a dû être réopéré une 3e fois. C'est une intervention là de reconstruction glénoïdienne par butée iliaque. Il a 22 ans, ça fait 2 ans que je le suis, il a beaucoup de difficultés à s'en remettre, ne serait-ce que sur le plan psychologique. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que des succès, mais on pourrait un peu faire une conclusion partielle en disant que l'instabilité de l'épaule du rugbyman, c'est une pathologie potentiellement grave sur le plan fonctionnel, et que la butée coracoïdienne, ça reste l'intervention de référence, que c'est une chirurgie qui est très efficace, mais ça reste quand même une chirurgie one shot, il faut que ça marche. Quand ça marche pas, ça devient compliqué, et on l'a vu, on n'est pas à 100% de résultats, on a encore des progrès à faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire progresser cette chirurgie? Est-ce qu'on peut faire mieux sous arthroscopie? Alors là, je vais répondre de manière un peu biaisée peut-être, puisque j'opère à ciel ouvert. Et vous voyez à gauche un patient opéré sur arthroscopie avec plein d'incisions qui correspondent il y a 7 incisions dans cette technique pour pour passer les instruments. Donc à la fin, ça fait quand même beaucoup d'ouverture cutanée, si vraiment on s'intéresse à ça. Et puis on peut comparer. En termes de difficulté, l'arthroscopie, c'est difficile, beaucoup plus difficile. En termes de temps, c'est probablement 2 fois plus long à l'heure actuelle. En termes de complications, il semble qu'il y ait un petit peu plus de complications. Il manque un peu de données là-dessus, mais un peu plus de complications. Donc les chirurgiens qui opèrent sous arthroscopie, souvent ils sont stressés par rapport à celui qui opère à ciel ouvert. Le coût, là, il n'y a pas photo. Il y a un coût qui est 10 fois plus cher pour une butée sur arthroscopie. Et en termes de résultats, c'est une série qui a été faite dans notre établissement où on a montré avec des scanners comparatifs, les butées étaient mieux positionnées, les vis étaient mieux positionnées. Donc, si c'était mon épaule, je me fais opérer à ciel ouvert et je crois que beaucoup de chirurgiens de l'épaule iraient dans ce sens-là. Donc ces techniques, elles sont en développement, c'est très intéressant tout ce qui a été fait, mais c'est plutôt en perte de vitesse. Alors, est-ce qu'il y a des alternatives? Oui, il y a des alternatives. En France, on fait 90% de butée, de latarjette, et dans le reste du monde, on fait 90% de bancarte. Le bancarte, c'est cette chirurgie qui est plus anatomique, qui consiste à ne pas mettre de butée, pas de renfort osseux, mais à réparer les lésions et à reconstruire, retendre l'appareil ligamentaire capsulaire. Alors pourquoi il y a une telle différence entre les Français et le reste du monde? Eh bien, derrière tout ça, il y a, comme souvent, une rivalité franco-anglaise. Le latarjette, c'est une intervention qui a été développée surtout par les Français, et le bancarte, c'est un docteur bancarte, c'est un Anglais. Et donc tous les pays anglo-saxons ont suivi le pas, donc surtout États-Unis, mais Nouvelle-Zélande aussi, qui continue à faire beaucoup de bancartes, Japon, etc. On peut comparer justement bancarte et butée, un peu sur le même principe que tout à l'heure. D'un point de vue esthétique, très clairement, le bancarte, c'est 2 petites incisions, c'est plutôt à l'avantage. En termes de résultats, c'est 2 bonnes opérations. On ne peut pas dire que tous les anglo-saxons se trompent et qu'il n'y a que nous qui avons raison, ou le contraire. En termes de complications, probablement un peu plus de complications pour une butée, on l'a vu, hein, c'est un geste quand même un peu plus agressif. Mais en termes de récidive, clairement, la butée, quand on regarde dans les séries, est plus efficace en termes de stabilisation des épaules. Probablement le double, hein, c'est-à-dire qu'une butée, c'est entre 5 et 10% de récidive, et un bancarte, c'est plutôt 10 à 20% de récidive. Par contre, en cas d'échec, c'est là où il y a un intérêt à faire du bancarte, c'est que s'il y a un échec, on peut faire une butée secondairement. Il y a des études qui ont été publiées là-dessus, surtout anglo-saxonnes justement, puisqu'ils ont été amenés à reprendre des échecs de bancarte. Ils montrent que si on s'y prend assez tôt, un latarjette peut fonctionner en 2e intention. Alors l'objectif, c'est pas d'opérer les gens 2 fois, on est d'accord, mais ça laisse quand même une 2e carte possible. Alors qu'on l'a vu, une butée qui fonctionne pas, ça reste difficile. Alors par contre, il y a une contre-indication claire pour faire une chirurgie de bancarte, et ça aujourd'hui c'est très bien établi, c'est toutes les lésions osseuses. Dès que vous avez un patient qui a une encoche comme celle-ci, ou qui a un défect de glène, normalement la glène en bas, ça doit ressembler à un cercle. Vous voyez qu'ici, il lui manque toute une partie de glène devant qui a été abîmée par les épisodes de luxation récidivants. Ces 2 cas, si vous faites un bancarte, il y a énormément de risques d'échec. Alors, on peut quand même parler du boni bancarte, ça c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est probablement une très bonne indication sur les stabilisations
pour stabiliser une butée. Le Boni-Bancard, c'est cette fracture de glaine qui peut apparaître après une luxation d'épaule, qui sont relativement assez fréquentes. Pour bien les évaluer, il faut faire ça sur un scanner, idéalement en 3D. Vous voyez, là, je suis en train de reprendre les images en 3D. On peut le faire avec nos logiciels standards, avec un ordinateur normal. Et puis, on peut recaler, après avoir supprimé l'humérus, recaler pour avoir une bonne coupe sagittale. Et là, on voit le défect de glaine et le fragment osseux. Alors, c'est les Japonais qui ont surtout travaillé là-dessus. Et il y a beaucoup de publications ces 10 dernières années, en particulier le docteur Sugaya. Et c'est un médecin que je suis allé voir au Japon. Donc, c'était le cas dans le cadre d'une bourse de voyage. Je suis allé me former auprès d'eux. Il y a tout un pan de stabilisation par réinsertion de ces bancards qui est très intéressant, qui donne de bons résultats. Alors, si vous me cherchez, en bas, je suis au milieu de nos collègues japonais. Alors, le body bancard, voilà un exemple. Ici, c'est un cas d'un rugbyman qui avait une instabilité douloureuse après un épisode de subluxation, donc qui s'est jamais vraiment luxé l'épaule, et que j'ai opéré par réinsertion de body bancard. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est une chirurgie qui est réalisée donc sur arthroscopie. La caméra est derrière l'épaule. À droite, vous avez la glaine, et puis à gauche, vous aviez la tête humérale. Et là, on est à droite avec le bord de la glaine, et devant, le fragment osseux qui est caché par les ligaments, mais qu'on vient détacher, là, que je viens détacher avec un petit outil, un petit ciseau à frapper. Vous voyez, tout doucement, en allant progressivement vers cette pseudarthrose, parce que le fragment est pseudarthrosé, on vient le dégager. Là, on l'a vu apparaître. Et puis ensuite, c'est une chirurgie qui se fait, alors là, c'est un passe-fil qui est un peu spécifique, qui permet de passer derrière les fragments osseux. Et puis progressivement, avec la pince, là, je réduis le fragment. Et vous voyez qu'on vient le nouer, on vient le lasser progressivement avec des petits systèmes d'ancrage. Progressivement, donc on va partir d'en bas, retendre tout l'appareil capsulo-ligamentaire et puis inclure le fragment osseux dans la reconstruction. L'objectif, c'est de stabiliser l'épaule. Vous voyez, à la fin, ça donne un résultat qui est satisfaisant, là, avec un appareil tout l'appareil capsulo-ligamentaire qui est reconstruit et à l'intérieur qui inclut le fragment osseux. Donc, ça donne ce type de résultat. C'est ce qui est très intéressant. C'est-à-dire que vous avez un fragment là qui a 3 mois, qui a consolidé, et les Japonais ont beaucoup travaillé là-dessus en montrant qu'avec le temps, ça se remodèle. Il y a un remodelage osseux qui se fait autour de ces fragments et que c'est de bons pronostics en termes de stabilisation. Également, le bancard est très intéressant. Ça, on a eu quelques cas d'ailleurs avec Marc Bouvard quand j'étais à Pau à l'époque, d'instabilité douloureuse. C'est-à-dire que je vous parlais au début d'instabilité plus ou moins sévère. Quand on a une instabilité qui est peu sévère, douloureuse, ça vaut le coup de les opérer également sur arthroscopie. Là, c'est le cas d'un jeune rugbyman qui a eu également un épisode de subluxation et qui restait douloureux. On lui a fait un arthroscanner, on voit une lésion labrale, une lésion de Bancard, et puis au niveau de l'insertion du long biceps, au milieu, là, on voit le biceps qui est pas joli du tout. C'est un patient donc que j'ai opéré sous arthroscopie pour faire un Bancard, et voilà ce qu'on a retrouvé. C'est-à-dire que là, c'est la glaine à gauche avec le biceps qui est au-dessus, un biceps complètement désinséré, et une lésion du labrum qui vient s'étendre jusqu'au Bancard. Vous voyez que tout est déchiré devant, des lésions capsulo-labrales, mais également de cartilage. Et ce qu'on a trouvé aussi, c'était une rupture de coiffe. Ce que vous venez de voir, c'était une rupture de la face profonde de la coiffe des rotateurs. Le geste, il a consisté en un parage des lésions devant, et puis en une réinsertion du labrum. Le biceps, il a été ténodésé. Ici, vous voyez, il est fixé dans la gouttière. Et derrière la coiffe, je l'ai réinséré aussi. Il y avait une lésion de la face profonde. Voilà, c'est des cas où ça devient intéressant de faire du bancard. En termes d'innovation, je voudrais vous parler de ça aussi. Il y a quand même des innovations sur l'instabilité antérieure. Il n'y a pas que la butée ni le bancard. Ça, c'est des choses qu'on est en train d'évaluer. C'est une butée à l'aide de greffons qui sont utilisés en maxillofacial, qu'on est en train de tester sur les glaines. Là, c'était un échec de butée récidivant et qui avait un gros défect. Donc, c'était soit de mettre une butée iliaque ou un greffon artificiel, vous voyez, à 3 mois avec une butée qui consolide. C'est un patient que j'ai opéré avec un collègue parisien et qui évolue bien sur le plan fonctionnel. Donc ça, c'est des très bonnes options qu'il faut encore évaluer, hein, bien sûr. Innovation aussi, le trial. Le trial, c'est une vieille opération qui est aussi ancienne que la butée, mais qui consiste à ne pas prélever la butée, mais à simplement faire une ostéotomie à sa base et à la modifier de position et à abaisser. Vous voyez sur le petit dessin en bas à droite, on abaisse la coracoïde et le tendon conjoint. En fait, on vient faire simplement un effet hamac sans faire de butée osseuse.
Les Dijonnais ont beaucoup travaillé là-dessus et présentent des résultats intéressants. Tout ça, ça reste à confirmer. Mais celle-ci a ma préférence quand même parce que de Dijon, on est en Bourgogne. Moi, je suis d'origine bourguignonne. Alors, vous savez quand même on produit le meilleur vin en Bourgogne. Tout le monde est d'accord. Et donc, si on pouvait être aussi les meilleurs chirurgiens, ça me plaît bien. Enfin, je finirai là-dessus, c'est l'instabilité postérieure sur le jeune sportif et surtout au rugby. Il faut être très vigilant là-dessus, savoir si l'épaule s'est luxée devant ou derrière. C'est parfois très difficile de faire ce diagnostic. Là, vous voyez, c'est un patient qui a été opéré d'une butée antérieure pour une instabilité postérieure et qu'il a fallu reprendre avec une deuxième intervention pour butée postérieure. Donc, c'est des cas qui arrivent quand même relativement régulièrement. Et enfin, je voulais parler de ce cas, c'est pour Barbara Echen, c'est une petite dédicace parce que j'avais dit que j'en parlerais. C'est un jeune espoir de l'UBB qu'on a opéré l'année dernière, instabilité traumatique postérieure. Alors, je suis obligé de laisser avancer. Mais globalement, ce qu'on voit, c'est qu'il a une lésion postérieure. Je vais vous montrer là. Voilà, je la montre avec la souris. Donc, il y a une instabilité postérieure avec un petit fragment osseux. Et quand vous regardez sur les coupes sagittales, ce fragment osseux est quand même relativement important, avec un défect osseux. Et donc, ce qu'on a décidé de faire pour lui, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, une chirurgie de type Boni-Bancart, mais postérieure. Donc, c'est un peu la même intervention, sauf qu'il faut tout inverser au niveau des points d'entrée, mais en incluant le fragment osseux. Et puis, ça a bien fonctionné. En fait, il a rapidement consolidé. Alors, il a l'avantage de ses 18 ans pour récupérer, pour consolider. Mais vous voyez que ce fragment osseux, derrière, on le voit avec voilà, on va arriver tout doucement dessus. Et on voit le fragment osseux qui a consolidé. Alors, ça ne fait pas une épaule neuve, hein, mais ça fait une épaule qui est stable, en tout cas chez lui, et il a pu reprendre rapidement. Voilà, alors en conclusion, instabilité d'épaule et rugby. Une butée pour tous. Pour répondre à cette question, je dirais presque tous, oui, mais on l'a vu, ça reste une chirurgie quand même one shot et qui a encore des progrès à faire. Se méfier de l'instabilité postérieure, ça on vient de le dire. Est-ce qu'on est tous pour la butée? Les Français, clairement, le reste du monde, plus ou moins. Ils y viennent quand même au Latarjet, hein. Ils se rendent compte qu'on n'a pas si tort que ça, mais ça reste quand même encore vraiment débattu. Mon avis personnel, c'est qu'il faut surtout pondérer les cas, bien examiner les lésions osseuses. Dans ma pratique, chez un rugbyman, oui, on va être dans 80% des cas sur une butée, et puis il y aura quand même des bancartes. Je crois que dans le futur, il faut rester à l'écoute de tout ce qui est innovation, en restant bien sûr très prudent, et on a encore beaucoup de recherches à faire pour améliorer nos résultats. Je vous remercie de votre attention. Et voilà. Et donc, pour vous remercier de votre attention, il y a un petit magnum, il n'y en a qu'un, donc il faudra être les premiers, mais un magnum de Centenay, premier cru bourguignon, à déguster après. On est quand même à la Cité du Vin. Donc.